Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du mercredi 25 septembre. Au sommaire ce soir. Près d'un Polynésien sur deux est touché par l'obésité au Fénois. Pour lutter contre ce fléau, une loi de pays prévoit de relever la TVA sur les produits sucrés dans un premier temps. Pour mettre tous les industriels à la même enseigne, les produits gras et salés devraient également suivre. Quelles sont les véritables intentions du RSMA en Polynésie? La question soulevée par la majorité hier à l'Assemblée a mis le feu aux poudres. Nous en avons profité pour tendre le micro aux premiers concernés, les jeunes engagés. 3 km 8 de nage, 180 de vélo et 42 de course à pied. Deux triathlètes de Moorea vont participer à l'Ironman de Californie. Ils se préparent physiquement et mentalement depuis 8 mois. Nous avons assisté à l'un de leurs entraînements. Avant de développer ces titres, les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps du jeune adolescent retrouvé sans vie à Mahina le 16 septembre indiquent qu'il ne s'agit pas d'un suicide. La mort du jeune garçon serait due, je cite, à l'intervention d'une tierce personne. L'adolescent a reçu des coups violents, notamment à la tête, qui ont entraîné son décès. Le corps de la victime paraît avoir ensuite été basculé par-dessus le muret en direction des falaises, selon la procureure de la République. Deux frères de 15 et 17 ans ont été interpellés ce lundi par les gendarmes. Les deux mises en cause ont été présentées à un juge d'instruction cet après-midi en vue d'une éventuelle mise en examen et d'une possible incarcération. Plus de 43 milliards de francs, soit 72% des dépenses annuelles d'assurance maladie de la CPS est dédiée à l'obésité. La lutte contre ce fléau va se poursuivre par de nouvelles mesures sur le plan sanitaire, mais aussi sur la fiscalité du pays. Explication d'Athéna Milcam et Veitya Renauta. Après les cigarettes, les produits sucrés coûteront eux aussi plus cher. Le ministre de l'économie a annoncé hier sa volonté d'augmenter la TVA de 5 à 16% sur les produits soumis à la taxe de consommation pour la prévention, comme les limonades, les bonbons ou encore les glaces. Une annonce qui reçoit des avis mitigés auprès des consommateurs. Il ne faut pas augmenter sur le sucre. Il faut suivre ce que les médecins disent. Même si tu augmentes, les gens continuent à l'acheter. C'est comme la cigarette, tu augmentes, les gens achètent. Le Polynésien a eu cette habitude de manger du sucre depuis petit et aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire rentrer ça dans ses habitudes. En tant que consommateur, je trouve ça très bien. C'est clair que ça fait une augmentation du coût, mais au final, si la santé des Polynésiens s'y retrouve, je dis que l'équation est réussie, c'est une bonne chose. C'est tout le point d'obésité qu'il y a en ce moment, donc je pense que c'est une bonne chose. Un texte de loi devrait être proposé aux élus de l'Assemblée pour une application de cette hausse dans le budget primitif de 2025. Objectif visé, réduire la consommation de ces denrées considérées comme néfastes pour la santé. Mais ce n'est pas tout, puisque le gouvernement envisage aussi d'étendre cette hausse aux produits salés et gras en les intégrant aux produits soumis à la taxe pour la prévention. Sur la partie TVA, j'ai déjà commencé les concertations avec les organisations patronales. Alors pour l'instant, j'attends encore leur retour, mais la première rencontre que j'ai eue pas plus tard que la semaine dernière, je n'ai pas senti une véritable opposition de principe à cette taxe-là. Après, c'est vrai que ce qu'ils attendent aussi, et je le comprends, c'est que ceux qui vont être frappés par cette taxe aujourd'hui au local, ce sont que les producteurs de produits sucrés. Dans un souci d'équité, ils attendent évidemment à ce que la taxe sur le sucre aille aussi frapper les produits salés et les produits gras. Pourquoi surtaxer les industriels du sucre et pas les autres? C'est effectivement une question posée par l'organisation patronale, le MEDEF. Contacté, son président s'interroge sur l'utilisation des recettes de ces taxes et rappelle que le pays dispose aussi d'une réserve confortable pour financer la prévention. Le MEDEF qui s'inquiète aussi de ces hausses annoncées alors qu'il constate un ralentissement de l'activité économique au Fénois. Et hier soir, un missile balistique intercontinental chinois est tombé à 700 km de Nukuhiva. Pas de risque, ce n'était qu'un essai bien sûr sans tête nucléaire. Selon Pékin, ce tir de missile fait partie du programme annuel d'entraînement de routine conforme au droit international. Mais cet essai reflète les tensions entre grandes puissances dans la région Indo-Pacifique, notamment entre la Chine et les États-Unis. Le Haut-Commissariat a indiqué par communiqué que les autorités chinoises avaient prévenu leurs homologues français. Le président Moïtai Broder
Anderson confiait ce matin son désappointement et sa préoccupation à Hireo Teariki et Mike Leral. Le missile en question, qui n'était pas chargé bien évidemment, est tombé non loin de notre ZEE, du côté des Marquises. Donc j'ai envoyé un message à la fois au commissaire et au président de la République pour avoir leur opinion sur ce tir, savoir s'il était prévu, s'ils avaient été informés au préalable. Ce soir, je suis invité justement aux cérémonies de célébration des 75 ans de la République populaire de Chine par monsieur le consul. Je lui déposerai en main propre un courrier où j'exprime ma position par rapport à ce tir et mon désappointement sur le fait que nous n'avons pas été informés que ce tir serait dirigé vers nos eaux. C'est une opération qui a lieu tous les 10 ans. Les réservoirs de gaz qui sont enterrés et pèsent entre 500 kg et 1 tonne sont contrôlés par la technique d'émission acoustique. Des experts d'Hexagone sont venus en vérifier 74 sur Tahiti, Moorea et Bora Bora. Athena Milcam et Veitserenauta ont assisté à une de ces opérations. Là, en fait, je génère des ondes qu'on connaît très bien en cassant des mines comme ça. Ça fait une onde très énergétique et très reproductible. Silence, contrôle en cours. Aux abords d'une grande surface de Haroué, on vérifie l'état d'un réservoir enterré de 5 tonnes. Une partie a été dégagée pour y placer 8 capteurs d'émissions acoustiques. Les données récoltées permettront d'identifier des anomalies s'il y en a. Ça permet de garantir en fait la sécurité du réservoir en faisant un test sous pression, en enregistrant la réaction du réservoir à la montée en pression. L'augmentation de la pression, elle se fait à partir de bouteilles haute pression d'azote. Donc là, on a quelques bouteilles qu'on va injecter dans le réservoir. Donc il y a des ondes qui vont se propager. J'enregistre toutes les ondes. Il y a un classement qui est fait du réservoir. Ça permet de détecter tout ce qui est fuite, éventuellement fissure, dans tout le réservoir qui est enterré. Cette opération va durer 5 à 6 heures contre 2 à 3 heures pour les plus petits réservoirs. L'environnement doit être calme, sans pluie, bruit mécanique alentour et même sans fourmis car elles peuvent fausser l'analyse des ondes ultrasonores. On est sensible aux tout petits, tout ce qui se passe dans la matière au niveau atomique quasiment. Il ne faut pas de travaux à proximité, il ne faut personne sur le réservoir ni sur les tuyauteries pendant l'essai. On fait ça depuis 1997 en France. On contrôle environ 3000 réservoirs en moyenne tous les ans. Donc tous ces réservoirs-là contiennent du GPL, butane, propane. Il n'y a que quelques réservoirs qui sont déclarés actifs, pas forcément mauvais, et on en déterre parfois 1,5% par an. Il y a l'intervention le jour J, mais aussi la phase préparatoire et le suivi de contrôle chez les clients, particuliers ou entreprises et établissements publics. Priorité pour les professionnels, ne pas interrompre la distribution de gaz pendant l'opération. On prévient nos clients de l'opération suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions éventuellement s'ils peuvent couper le gaz ou nous pour pouvoir approvisionner une solution de secours. Et on prépare aussi le terrain pour faciliter le travail des techniciens sur place. Donc préparer les fouilles et approvisionner le matériel nécessaire. Une fois que l'opération est terminée, on procède au torchage, c'est-à-dire qu'on brûle l'azote qui a été injecté dans le réservoir. Et ensuite, avec l'équipe technique, on vérifie qu'il n'y ait plus d'azote dans le réseau du client et que les fours fonctionnent correctement, les fours, les chaudières, enfin les applications au gaz. Au total, 74 réservoirs seront contrôlés en 6 semaines d'intervention au Fénois. Prochaine inspection obligatoire prévue dans 10 ans. Il est nécessaire de s'interroger sur le contenu de la formation civile proposée par le RSMA, contenu qui n'est pas dénué d'une certaine orientation. Ces propos tenus hier à l'Assemblée par Heinoui Lecaille, représentant du Tavini, ont surpris. Entre propagande, endoctrinement des jeunes ou insertion, les débats étaient mouvementés dans l'hémicycle. Leur Philibert, Matai Horei. Loger, nourrir, former, indemniser, oui, mais peut-être un peu conditionné. Cela aurait pu être une formalité, mais le débat pour reconduire la convention État-pays avec le régiment du service militaire adapté a soulevé des questions inattendues. L'armée et ses déclinaisons n'ont-ils jamais cherché à promouvoir l'idée d'un ailleurs idéalisé, une promesse d'ascension sociale? C'est une fameuse image de la métropole glorieuse et maternelle, le Haumitua,
qui continue de nourrir les rêves d'une jeunesse souvent vulnérable en quête de meilleures perspectives. Et c'est évident qu'il y a un conditionnement quand même, il faut l'avouer. Quand on nous dit que ce n'est pas militaire, mais la personne qui est venue nous parler du RSMA, c'était un militaire. On est en échec par rapport à nos jeunes et finalement c'est l'armée qui fait le boulot du pays. En fait, c'est ça l'idée principale que j'ai portée. Disons, aujourd'hui, c'est au pays peut-être de prendre ses responsabilités et de sauver sa jeunesse. Si la reconduction est finalement adoptée à l'unanimité, les interrogations de la majorité ont suscité la fureur de l'opposition. Il y a une confusion entre les missions du RSMA et ceux qui s'engagent dans l'armée. Aujourd'hui, le RSMA, il faut savoir qu'il dépend du ministère des Outre-mer et non pas du ministère des Armées. On n'en fait pas des militaires. On ne peut pas continuer à critiquer l'État, la France, de tout ce qu'il finance ici et puis voter finalement pour des renouvellements de conventions. Du côté du RSMA, à Arouet, on ne s'attendait pas non plus à de telles interprétations. Ces jeunes femmes y ont trouvé une porte d'accès à l'emploi. Bien avant le lycée, je savais que je voulais entrer dans le RSMA parce que j'ai des connaissances aussi qui ont eux aussi intégré le RSMA il y a longtemps. Et aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont réussi la vie. Donc si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous, et voilà. Et je sais qu'avec les formations que je vais passer au RSMA, je sais que je vais pouvoir trouver du travail. Les responsables du dispositif le rappellent, l'objectif premier est bien l'insertion. On leur inculque un certain nombre de valeurs qui sont chères aux armées mais également aux entreprises. On leur donne le goût de l'effort, on leur donne confiance parce que certains ont eu des difficultés scolaires et ils ont un défaut de confiance en eux. Et donc on leur montre au quotidien qu'ils sont capables de réaliser de belles choses. Au fil des années, le régiment a su adapter son offre aux besoins du Fénois. Il forme désormais des agents de service à la personne et des employés de magasins. Un coup de pouce pour le logement, pour trouver un emploi ou pour monter une entreprise, c'est ce que propose la fondation SMA qui s'appuie sur un réseau d'entreprises partenaires. Récemment installé sur le territoire, ce dispositif fonctionne sur des fonds privés. Il vise tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans. L'objectif de l'association est de mettre autour de la table tous ceux qui ont envie d'aider la jeunesse à s'en sortir. On écoute Guillaume Villemot, délégué général de la fondation du SMA. Il détaille les accompagnements au micro d'Esther Cuneo. Et on les accompagne de 3 façons différentes. On les accompagne soit en mécénat financier, donc en donnant de l'argent, soit en mécénat de compétences, donc en trouvant des entreprises locales qui viennent accompagner les jeunes qui ont des projets pour les aider à définir leur stratégie commerciale, de définir les aspects juridiques, quelle forme juridique, est-ce qu'il faut prendre une patente, est-ce qu'il faut se créer en SAS, etc. Et puis un 3e niveau d'accompagnement, qui est ce qu'on appelle du mécénat de confiance, qui est typiquement destiné par exemple à des jeunes qu'on accompagne dans les problématiques de logement, où on va dans ces cas-là payer la caution et le dépôt de garantie pour que le jeune puisse s'installer. Et le président de la fondation SMA, le général Jean-Pierre Metz, sera l'invité du journal vendredi soir pour parler de ce dispositif en détail. Direction Alto Mauro, où s'est déroulée ce matin la 29e édition du concours de jardin. Les participants devaient proposer des créations sur le thème du jardin thérapeutique. À la veille de l'ouverture de la foire agricole, ils se sont prêtés au jeu, comme l'ont constaté Léa Gandon et Rarhau Maha. C'est la course sous le chapiteau qui abrite le concours. Les 5 associations participantes ont 3 heures pour créer leur jardin, avec pour objectif de le faire correspondre parfaitement au thème de cette année, le jardin thérapeutique. On a profité de notre présence sur le site du concours pour interroger Patricia Hoata sur les spécificités de cette édition basée sur les jardins thérapeutiques. Yarana Patricia. Yarana. Pourquoi ce thème ? Alors, ce thème a été retenu spécialement pour la population, pour nous les horticulteurs, enfin c'est pour tout le monde, pour voir vraiment les connaissances de chacun sur les plantes thérapeutiques. D'accord. Quels sont les critères d'évaluation pour cette année? Alors là, normalement dans un jardin thérapeutique, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut trouver? Quand tu vas chez un thérapeute, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est un jardin de bien-être où on peut trouver tout ce qui est médicinal, tout ce qui est à manger, tout ce qui fait du bien à la santé. Ben, tout doit se retrouver dans le même jardin. Proposer une composition jardinière complète, voilà l'aspect principal sur lequel les jardiniers doivent miser. Les 11 membres de l'association Tefahotu ont bien saisi l'idée. Nous avons décidé de faire 4 coins dans notre jardin, c'est-à-dire le coin zen, le coin tropical, le coin bien-être et le coin nourricière et thérapeutique aussi.
Par exemple, des plantes médicinales comme le patois, le pied de corossol, le eito, qui est utilisé aussi pour des raoutriti, comme on dit chez nous. Les résultats seront dévoilés le 4 octobre. Le public pourra assister à la remise des prix sous le chapiteau. Autre rendez-vous demain, l'ouverture de la foire agricole à 10h. On part à Wahine. L'île n'est pas épargnée par la multiplication de chiens errants. L'association Tehere Itema Wanimara no Wahine tente d'endiguer le problème à travers des campagnes de stérilisation. Jessica Doucet a rencontré les bénévoles. Regardez. En 2022, une enquête révèle que Wahine compte 3000 chiens pour environ 6000 habitants. Ce constat ne laisse pas les associations pour la protection des animaux insensibles. Il y a un gros souci, c'est l'information. Et il faudrait qu'il y ait des campagnes comme il y a pour la POD, comme il y a pour quand on fait des recensements et tout. Eh ben, on paye des gens, des groupes, et puis voilà, ils rentrent dans les maisons, ils font l'information, les risques, conditions animales, ce que vous faites, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous risquez, voilà. Et après, on pourra avoir des chiffres et passer à l'action. Grâce à l'octroi d'une subvention de 5 millions de francs de la Direction de l'Environnement en décembre 2023, l'association met en place une campagne de stérilisation. Plus de 300 chiens et chats sont opérés. Le but de notre association, c'était de responsabiliser un peu les propriétaires. Voilà, on demandait 2500 pour responsabiliser un peu les propriétaires et le reste serait de l'association. Okay. Voilà. Peu importe le nombre de chiens dans les familles, c'est 2500 qui est demandé. Peu importe le nombre d'animaux dans le foyer, on demandait 2500. Sauf que là, la liste ne s'allonge plus comme au début. Malgré cette action pour freiner l'augmentation de la population animale de l'île, les abandons d'animaux sont toujours nombreux. Ces 2 chiots en sont de récentes victimes. Là, ils ont été stérilisés grâce à la campagne de stérilisation avant qu'ils s'en aillent. Là, ils sont vaccinés tout. Il faut attendre les 3 semaines de vaccin. Ils sont testés filaires aussi avant de partir. Et voilà. Et après, nous, on fait l'intermédiaire et c'est une association qui prendra le relais après sur Tahiti pour les envoyer sur la métropole. L'association continue ses actions de sensibilisation et d'aide, mais elle constate un autre problème consécutif de la surpopulation canine. Les attaques de chiens sont très fréquentes, presque 1 par jour selon l'association. Une situation inquiétante qu'un grand journal quotidien national a déjà évoquée et qui ternit l'image de la Polynésie. C'est une épreuve hors norme dans le monde du triathlon. L'Ironman est bien plus qu'un défi, c'est un rêve pour Jérôme Chapelier et Thomas Mourier. Ils partent en Californie dans 1 mois, mais c'est depuis le début de l'année et qu'ils se préparent à cette compétition d'envergure. Thomas Chabrol a assisté à l'un de leurs entraînements. Le Graal de tout triathlète, c'est quand même d'accrocher à son tableau de médailles une médaille finisher sur un Ironman. C'est un peu la légende, hein. L'Ironman vient de Hawaï, donc on va y aller avec toute l'humilité qu'il faut. Faire de son corps et de son mental une machine prête à avaler les kilomètres. Jérôme Chapelier, 50 ans, et Thomas Mourier, 42 ans, préparent leur premier Ironman. Depuis 8 mois, les 2 triathlètes et amis multiplient les séances de nage, vélo et course à pied à Moorea. Une préparation intense. Ce défi sportif exige de la discipline et un engagement infaillible. Et le soutien de leur entourage est un atout pour s'y tenir. Donc un volume de 15 à 20 heures d'entraînement par semaine. Donc ça veut dire que tous les jours il faut faire quelque chose, donc soit le matin, soit le soir. Et heureusement qu'on est soutenu du côté professionnel, du côté familial et les copains aussi qui nous soutiennent là-dedans. On se retrouve nécessairement au bout d'un moment dans un relatif isolement social, hein, puisque on est obligé de refuser les invitations chez les copains. Il faut qu'on ait une hygiène de vie irréprochable, hein, sinon on le paye directement sur l'entraînement d'après. Férus de triathlon depuis 10 ans, les 2 athlètes sont des amoureux de sport nature. Au Fénois, ils sont habitués au parcours du Xterra et au sport aquatique. En Californie, le terrain de jeu sera totalement différent et les températures bien plus fraîches à cette période. Dès la première épreuve de nage, il faudra plonger dans une rivière à 18 degrés avant d'enchaîner 180 km de vélo et un marathon. Ironman Sacramento pour Tahiti et Moorea. Et c'est une course de gestion plus qu'une course de performance. Il faut vraiment arriver à concilier l'alimentation, la gestion de l'effort qu'on va mettre sur le vélo, parce que le but du jeu c'est de poser le vélo avec des jambes pour faire un marathon derrière. Et c'est vrai que quand tu nages 4 km et que tu ressors, donc tu passes du plan horizontal au plan vertical sur ton vélo,
le cœur doit s'adapter, les jambes doivent s'adapter et ça se fait petit à petit. Donc c'est sûr qu'on ne va pas enchaîner avec 35 km/h ou 40 km/h de vélo d'un coup. On va y aller progressivement, on va lancer la machine tout doucement pour tenir justement. Les deux amis connaissent déjà l'ambiance de ce genre de compétition. Jérôme a participé en 2021 à un semi-Ironman dans le Colorado. Thomas Mourier était présent au championnat du monde de Xterra à Hawaï en 2017. Mais l'Ironman, c'est une autre dimension. On est à 1500 km de course à pied et à peu près 6000 km de vélo et pour moi une vingtaine de kilomètres de natation, mais Thomas il a beaucoup plus nagé. Il a un petit retard à faire en natation, mais bon, voilà, ça va le faire quand même. Au-delà de la performance physique, le duo cherche à repousser ses limites. Dans ce type d'épreuve, les corps puisent dans des ressources profondes. Jérôme et Thomas ont pour objectif de franchir en 12 heures la ligne d'arrivée de cet Ironman à Sacramento. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Au programme ce soir sur TNTV, au goût du jour de 0 à 100 km/h et des chefs et des îles. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.